Bonjour et bienvenue dans la salle propre du Centre spatial universitaire de Montpellier, le CSUM. C'est ici que sont assemblés et testés les nanosatellites étudiants. C'est un espace à environnement contrôlé, c'est-à-dire que certains paramètres comme la température, l'hygrométrie ou encore le nombre de particules sont contrôlés en permanence pour répondre à des critères très précis. Voici MT-Cube, un nanosatellite de la famille Robusta. Il répond au format CubeSat 1 unité. Celui-ci a pour mission de passer plusieurs années en orbite basse terrestre à des fins de recherche sur l'étude des radiations dans l'espace. On va vous expliquer, étape par étape, le processus pour qualifier et tester un modèle comme celui-ci. Une fois intégré, MT-Cube doit passer des tests qui permettent de vérifier qu'il est capable de supporter les conditions extrêmes dues au lancement et de son voyage en orbite. Car dans l'espace, les conditions sont très spécifiques. En effet, il n'y a pas d'air, donc c'est le vide total. Et en plus, il y a des radiations qui proviennent de notre étoile, le Soleil, et d'autres corps célestes qui sont très destructives et très nocives pour le satellite. La préparation est une étape longue, mais absolument nécessaire pour que tout se passe bien ensuite. Elle se décompose en 3 phases. Premièrement, la préparation des pièces et des outils utilisés pour le montage. Ensuite, le nettoyage des pièces. Et enfin, la préparation des procédures. Ce sont des guides pour faire les choses dans le bon ordre. MT-Cube est composé de plusieurs centaines de pièces qui peuvent être divisées en 2 catégories. Les éléments mécaniques d'une part et les éléments électriques, électroniques ou optoélectroniques d'autre part. La préparation permet d'avoir tous les éléments à disposition lorsque nous en aurons besoin lors des étapes d'intégration et de qualification. Certains éléments électroniques, comme les capteurs de température, doivent être brasés sur les circuits imprimés. Le brasage ou soudage ne peut pas être fait à l'intérieur de la salle propre. Il faut donc réaliser ces étapes dans notre atelier afin de les rentrer en salle propre. Une fois les pièces préparées, il faut les nettoyer. Nous sommes donc à la 2e étape de la préparation. Le but est d'enlever toute trace de particules et de salissures qui pourraient engendrer des dysfonctionnements du satellite. Le nettoyage se fait dans le sas matériel qui est une pièce attenante à la salle propre. Les éléments sont nettoyés avec des lingettes polyester qui est une matière non fibreuse et avec une solution d'alcool isopropylique titrée à 75%. Une fois les éléments nettoyés et inspectés à l'œil nu, il faut les contrôler à la lampe UV à l'intérieur de la salle propre. La lampe UV permet de mieux voir les particules restantes et donc de contrôler la qualité du nettoyage réalisé. S'il ne reste plus de traces ou de poussière, on peut rentrer en salle propre. Pour rentrer dans la salle propre, il faut s'équiper de protection afin d'éviter de contaminer la salle avec les particules générées par notre activité et nos mouvements. Cette préparation se fait dans le sas personnel. Elle nécessite de suivre une procédure dans un ordre bien défini. En premier, on met les surchaussures. En deuxième, les protections visage et tête qui sont les cache-barbe et la charlotte. Puis la blouse et on termine par les gants. La première étape consiste à intégrer les 2 premières années sur la structure. Ce sont des ensembles de câbles qui permettent de faire la connexion électrique entre les cellules solaires disposées sur les faces et l'accumulateur, une sorte de batterie rechargeable. Ainsi, la lumière du soleil sera convertie en puissance électrique, ce qui va permettre de recharger l'accumulateur à bord. La carte mère est assemblée après l'intégration du harnais numéro 1 et avant celle du harnais numéro 2. Cette carte est une carte d'interconnexion qui permet de relier plusieurs cartes électroniques entre elles via des connecteurs et des pistes incrustées. Cela évite d'avoir trop de câbles qui courent dans le satellite. Une fois les harnais intégrés et vissés sur la structure, il faut fixer les câbles pour éviter qu'ils ne bougent lors des secousses et vibrations du satellite pendant le lancement. On utilise pour cela du Kapton, qui est un ruban adhésif adapté au domaine spatial. Il a des excellentes propriétés thermiques, c'est-à-dire qu'il supporte très bien le chaud et le froid. Il est très résistant mécaniquement, il ne se déchire pas facilement. La difficulté de cette étape est qu'il faut s'assurer que les harnais soient fixés au plus près de la structure pour qu'ils ne prennent le moins de place possible, mais sans trop forcer sur les soudures pour éviter qu'elles ne se cassent. Un 3e harnais sera intégré plus tard, après avoir assemblé d'autres composants. La platine centrale est un élément en aluminium qui sert de support pour l'accumulateur.
Elle est placée au centre du satellite et est vissée sur la carte mère. Elle est également fixée à des barreaux latéraux qui sont eux-mêmes fixés sur la structure. Ces barreaux ont plusieurs fonctions. Ils permettent de rigidifier l'ensemble et ils servent également de support au bloc antenne que nous intégrerons plus tard. Ces éléments sont fixés à l'aide de vis. Il faut aussi intégrer en bout de platine la carte électronique qui relie les connecteurs de l'accumulateur au reste du circuit. Cette étape ne présente pas de difficulté particulière. Une fois l'ensemble platine centrale, barreaux latéraux et petite carte électronique intégrés, il faut placer l'accumulateur. C'est un élément très sensible qui nécessite beaucoup de minutie lors de son placement et sa connexion. Il faut éviter que ces plots ne soient en contact avec des éléments qui ne doivent pas être parcourus par un courant électrique, ce qui pourrait causer un court-circuit qui l'endommagerait. Cet accumulateur est offert par la société Saft dans le cadre d'un partenariat. Une fois en place, il ne faut pas le connecter au reste du circuit tout de suite. Il faut d'abord s'assurer que tous les éléments électroniques soient bien intégrés et pour cela, il faut réaliser des tests de continuité. Les tests de continuité sont des étapes de contrôle qui permettent de vérifier qu'il y a continuité dans le chemin électrique prévu. Les tests réalisés sont les suivants. Vérifier que les broches positives des harnais soient bien reliées aux broches positives des connecteurs et de même pour les broches négatives. Vérifier que les masses, c'est-à-dire que le niveau de référence de tension, soient bien reliés entre elles. Si un harnais est mal intégré, par exemple si un connecteur est mis à l'envers, la borne positive du circuit sera reliée à la borne négative de l'accumulateur, ce qui peut produire des dysfonctionnements électriques importants. Ces tests doivent être réalisés lorsque l'accumulateur est déconnecté du satellite, lorsque le circuit électrique est encore ouvert. Une fois les tests de continuité réalisés, si aucune discontinuité n'est décelée, nous pouvons connecter l'accumulateur. Pendant le lancement, MT-Cube sera inséré dans un déployeur à l'intérieur d'un lanceur. C'est une sorte de casier de rangement où il sera placé à côté d'autres CubeSat. Pour absorber les chocs entre les satellites, il faut intégrer deux ressorts mécaniques qu'on appelle les poussoirs de séparation. Ils ont une deuxième fonction qui est qu'ils exercent une poussée sur le casier et permettent, lorsque la porte s'ouvre, de déployer le satellite avec une petite vitesse supplémentaire. Ils sont montés sur la structure principale à l'extrémité des rails. On intègre également deux ressorts appelés les poussoirs de déploiement. Ils font office d'interrupteurs car ils déconnectent mécaniquement l'accumulateur du reste du satellite lorsqu'ils sont compressés. Pendant tout le stockage et le lancement, lorsque le satellite est dans son casier, ces ressorts sont compressés, ce qui permet de garder le satellite éteint et donc de ne pas décharger inutilement l'accumulateur. Une fois éjecté du casier et mis en orbite à environ 600 km d'altitude, ces ressorts sont aussitôt décompressés et le satellite s'allume instantanément. La difficulté principale est que ces ressorts sont difficiles à visser dans leur logement car ils disposent d'un pas de vis très fin qui doit parfaitement correspondre au filetage du logement creux. Ils sont assez fragiles et le filetage peut s'abîmer, ce qui peut bloquer le ressort si on force trop. Il faut donc adapter le couple de serrage en fonction de la résistance du vissage. Une étape importante à mi-parcours est le contrôle de la masse du satellite à ce stade. Il faut s'assurer que l'ensemble du satellite est une masse de 448 grammes à plus ou moins 1 gramme près. Cela nous permet de vérifier si toutes les pièces qui devraient être intégrées sont bien présentes et que des éléments ne sont pas manquants. Si le contrôle de la masse ne montre pas de problème particulier, on peut passer au collage. Certains éléments doivent être collés pour éviter qu'ils ne se détachent ou se dévissent à cause des vibrations provoquées par le lancement à bord du lanceur. Nous utilisons une colle spéciale qui, en plus d'être adaptée aux applications spatiales, doit être dégazée, c'est-à-dire qu'on doit retirer toutes les bulles de gaz enfermées dedans naturellement pendant le processus de fabrication. La chute de pression atmosphérique lors de la montée en altitude pourrait entraîner un gonflement de ces bulles d'air et pourrait décoller des éléments qui devraient rester en contact. Le dégazage se fait à l'aide d'une cloche à vide. C'est une enceinte étanche reliée à une pompe qui aspire l'air à l'intérieur, faisant ainsi diminuer progressivement la pression. La bonne pression pour dégazer complètement la colle doit être inférieure à 10 puissance moins 5 millibars. Le temps de dégazer est d'environ 10 minutes. Il faut ensuite se dépêcher de l'appliquer car on a 45 minutes avant qu'elle ne durcisse.
mais il faut surtout prendre son temps pour éviter de faire des erreurs qui seraient irréversibles. L'intégration des cartes-filles est une étape critique. On peut dire que les cartes-filles sont le cerveau, les bras ou les oreilles du satellite. Elles viennent se placer sur la carte mère, d'où leur nom. Les composants qu'elles soutiennent sont très fragiles et sont très sensibles aux décharges électrostatiques. Il est impératif de porter un bracelet antistatique lors de leur manipulation. Il faut être très minutieux pour éviter qu'un des minuscules composants ne frotte contre la structure et soit endommagé. Une fois insérés sur leur connecteur, les cartes sont vissées sur la carte mère et soutenues par des entretoises. Le satellite est équipé de 6 faces composées chacune de 2 cellules solaires. Ces cellules sont des composants optoélectroniques très fragiles et ne doivent pas être heurtés par un outil ou touchés par l'opérateur, même avec des gants. Cela risquerait de détruire la fine couche de protection placée à la surface et d'altérer leur capacité à transformer l'énergie solaire en énergie électrique. Il faut prendre soin de les placer dans le bon sens afin que leur connecteur soit bien en contact avec les plots des harnais intégrés plus tôt. L'unique difficulté de cette étape est qu'il faut faire très attention de ne pas glisser avec le tournevis pour ne pas les rayer ou les abîmer. La réception et la transmission de données du satellite vers la station sol se fait via des antennes. Des petites situées sur le satellite et des grosses situées sur le toit de notre bâtiment. Les antennes du satellite font partie d'un ensemble appelé bloc antenne. Il y en a 2, positionnés sur les faces opposées du satellite. Ces blocs sont composés d'un support en matière pomme, qui est un polymère de type plastique qui s'adapte parfaitement aux applications spatiales, de 2 brins d'antenne et de petits circuits imprimés. Une fois connectés, les brins d'antenne doivent être enroulés et retenus dans cette position à l'aide d'un nœud. Les brins d'antenne sont fabriqués dans un alliage à mémoire de forme. Lorsque le nœud qui les retient enroulés est défait, elles se mettent dans la position dite déployée et peuvent communiquer avec la Terre. L'enroulement des antennes est une étape qui demande beaucoup de minutie. Ces antennes doivent être enroulées pour faciliter l'insertion du satellite dans son casier de transport sur le lanceur. Cette exigence fait partie du cahier des charges d'un satellite qui répond au standard CubeSat. L'enroulement nécessite l'utilisation de colle et d'un fil de nylon. Le nylon est fixé aux 2 extrémités des brins d'antenne, puis il est tendu. Il passe à l'intérieur d'une bobine en nichrome. Il faut évidemment ne pas oublier de dégazer la colle encore une fois. Lorsque le satellite sera en orbite, une séquence automatique d'initialisation déclenchera la montée en température du fil de nichrome jusqu'à la température de fusion du nylon. Le brin de nylon va alors casser et cela permettra aux antennes de se déployer. La difficulté principale de l'enroulement est que le résultat doit respecter certains critères techniques bien précis. Une fois enroulées, les antennes ne doivent pas dépasser de l'enveloppe de la structure. Il faut donc que le fil de nylon soit tendu au maximum. Comme les antennes sont très proches des cellules solaires, un petit cache a été fabriqué par impression 3D par un étudiant pour les protéger le temps de cette étape délicate. MT-Cube est à présent complètement intégré. La durée pour arriver à ce résultat est d'environ 5 jours, car il faut régulièrement remplir des formulaires qui permettent de documenter la parfaite réalisation de chaque étape. Il faut maintenant effectuer plusieurs tests qui vont valider ou non le bon fonctionnement du satellite. Le déroulement de la séquence de tests est défini à l'avance. Les tests sont réalisés l'un après l'autre et on passe au suivant une fois que le précédent a été validé. Le premier est le test de fonctionnalité. Il permet de vérifier les fonctionnalités critiques du satellite, à savoir que toutes les cartes-filles se comportent bien. Chaque carte correspond à un sous-système. On vérifie le bon déroulement des transitions des modes. Cela consiste à passer d'un mode à l'autre pour tester différentes configurations électriques. Enfin, on vérifie que les capteurs solaires et thermiques fonctionnent bien. Les capteurs thermiques sont des dispositifs miniatures disposés à des points particulièrement froids ou chauds du satellite, et les capteurs solaires sont des cellules solaires. On vérifie qu'elles rechargent bien l'accumulateur lorsqu'elles sont éclairées par la lumière naturelle. Si tout est intégré correctement, ce test ne doit pas révéler d'anomalies. Le déploiement des antennes est une étape qu'il faut impérativement tester car elle est essentielle au bon déroulement de la mission du satellite. Ce déploiement devra être testé à basse température, environ -20°C, mais avant cela, il faut s'assurer que ce déploiement fonctionne à température ambiante, environ 22°C. Ce test est fait dans la salle propre.
Lorsque le mode déploiement est activé, les antennes se positionnent dans leur forme d'origine. Comme le test de fonctionnalité, c'est un grand plaisir de voir que le système de déploiement que nous avons minutieusement monté fonctionne correctement. MT-Cube doit maintenant être examiné sous toutes ses coutures pour montrer que ses caractéristiques mécaniques sont en accord avec les critères imposés par le lanceur. Ces critères sont nombreux. Il y a les mesures de dimension, de masse, de la position du centre de gravité et bien d'autres. Par exemple, chaque élément dépassant de la structure doit être mesuré précisément avec des tolérances de 0,1 mm. Même chose pour la masse. Un CubeSat ne doit pas dépasser une masse totale de 1,33 kg. MT-Cube fait 0,897 g, donc ce critère est bien respecté. Un autre exemple, la position du centre de masse du satellite ne doit pas être située en dehors d'une sphère de 2 cm de diamètre à partir de son centre géométrique. Pour cela, on fait une série de mesures avec une balance de précision et un outil spécialement conçu par des étudiants au CSUM et imprimé avec une imprimante 3D. MT-Cube passe ce test avec succès également. Comme dit précédemment, le satellite va être soumis à des contraintes mécaniques importantes lors du lancement par le lanceur. Ces contraintes sont liées à l'accélération au moment du décollage, aux vibrations ou encore aux ondes de choc des sons particulièrement assourdissants. Nous devons nous assurer que le satellite pourra supporter ces contraintes pour éviter qu'il ne se détériore ou qu'il endommage les autres satellites qui seront à côté de lui. Des essais en vibration sont donc réalisés. On utilise un pot vibrant qui produit des vibrations à des niveaux et des durées qui sont imposés par l'opérateur du lancement. Ici, nous pouvons voir un exemple de test en vibration sur un des accumulateurs à basse fréquence. Un capteur positionné sur le support de fixation permet de mesurer les fréquences des secousses ressenties par l'accumulateur lui-même. Un changement dans le spectre de fréquence signifierait qu'une pièce s'est détachée et qu'elle ballotte avec sa propre fréquence vibratoire. Le vide spatial et les tours de terre successifs impliquent de très fortes et très soudaines variations de température des éléments extérieurs du satellite. Lorsqu'il est au soleil, il chauffe, et lorsqu'il passe dans l'ombre de la Terre, il se refroidit brutalement. On appelle cela un cyclage thermique. C'est un type de stress thermique qui contribue à user prématurément les éléments constitutifs du satellite. Les matériaux se dilatent et se rétractent à chaque cycle, ce qui peut, à la longue, générer des faiblesses dans les pièces. Le test de cyclage thermique est réalisé dans une enceinte à vide acquise par l'Université de Montpellier grâce à un cofinancement de l'Union européenne. L'Europe s'engage en Occitanie avec le Fonds européen de développement régional. Lors de ce test, on reproduit un maximum d'événements. Il y a d'abord la chute de pression pour voir si le satellite ou la colle sèche ne dégaze pas, puis le déploiement des antennes dans le cas froid, c'est-à-dire -20°C, et pour finir, les tests de fonctionnalité des sous-systèmes à froid et à chaud, de -20 à +40°C. C'est une fois que tous ces tests sont validés que nous pouvons souffler un bon coup et admirer le travail fini qui aura commencé plusieurs années plus tôt. Ce projet aura impliqué des dizaines d'étudiants de tout niveau, de toute nationalité et de tout domaine, de l'électronique à la mécanique, en passant par l'informatique, l'ingénierie STEM, la thermique et la qualité. Les dernières étapes sont l'intégration dans son déployeur et le lancement pour qu'il rejoigne son orbite. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouveaux projets avec le CSUM.